Excellent réveil à notre écoute. La matinale continue jusqu'à 9 h. Tout de suite, l'invité de la rédaction d'Eva Soto. Elle reçoit ce matin Ange-Dan Calderon, cousin de l'otage Ofer Calderon. Eva Soto. Ange-Dan Calderon, bonjour. Ah, Ange-Dan Calderon, on ne vous entend pas. Ange-Dan Calderon, donc le cousin d'Ofer Calderon, qui est otage du Hamas depuis 440 jours. Son ex-conjointe, Radas Jaoui Calderon, et ses enfants, Erez, Shahar et Ethan, eux-mêmes aussi otages pendant 57 jours, attendent son retour. Nous sommes avec Ange-Dan Calderon, évidemment, dans le cadre de ces négociations actuelles pour la libération des otages. On en parle de plus en plus avec évidemment ces mobilisations qui continuent sur place en Israël. Yifat Calderon, la cousine d'Ofer, s'est adressée hier soir à une foule de manifestants réunis pour l'anniversaire d'un autre otage et a affirmé que évidemment elle attendait le retour d'Ofer qui est donc otage depuis maintenant 440 jours. Ange-Dan Calderon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Ange-Dan Calderon, on parle évidemment de plus en plus en Israël de ces négociations pour la libération des otages qui semblent se rapprocher. Qu'attendez-vous du gouvernement israélien actuellement à ce propos ? Malheureusement, nous sommes un peu échaudés. Nous ne sommes pas à la première négociation, nous ne sommes pas aux premières fois où on nous annonce une libération imminente et des pourparlers. Un jour, on nous dit que M. Netanyahou va se rendre au Caire, le lendemain, il ne s'y rend pas. Vous savez, tant que nous n'aurons pas vu un des otages remettre le pied en Eretz Israël, nous resterons très prudents et d'un optimisme très modéré. C'est beaucoup d'annonces. Je pense que, effectivement, M. Biden a tout intérêt à ce qu'il se passe quelque chose avant l'intronisation de M. Trump. De son côté, M. Trump aussi met la pression. Donc de ce côté-là, il y a sûrement une forte pression des États-Unis. Quant à l'aboutissement, c'est à qui on a affaire. Ange-Dan Calderon, évidemment on sait à qui on a affaire. Le Hamas qui détient donc Ofer et toujours une centaine d'otages dans la bande de Gaza depuis maintenant 440 jours. Alors est-ce que vous avez pu avoir par un quelconque canal des nouvelles d'Ofer ? Bien entendu que non. Vous n'êtes pas sans savoir que Ofer et son camarade du kibbutz Nir Oz, Ohad, sont tous les deux par ailleurs français. De la France, nous n'attendons plus grand-chose, surtout dans le contexte actuel. Quant aux nouvelles du côté d'Israël, il n'y en a également aucune. Voilà, donc ce qui justifie notre optimisme plus que prudent. Comment on vit ces périodes justement où tout le monde parle de la libération des otages, où on peut lire ça dans les journaux et qu'on a été échaudé, comme vous venez de nous le dire, et qu'on n'ose pas avoir de l'espoir, même si au fond de son cœur, peut-être on ne peut pas s'en empêcher. L'espoir est toujours là et on le garde en nous, c'est ce qui nous fait survivre. L'espoir est toujours là. Mais à court terme, malheureusement, nous sommes résolus à un optimisme très prudent dans les conditions que je vous ai dites. Il faut être conscient aussi qu'en Israël même, tout le monde ne partage pas la vie du Forum des familles. Nous avons, il faut malheureusement le reconnaître, une véritable extrême droite en Israël et qui joue d'autres cartes que celle de la famille du Forum des otages et de la famille des otages. Il faut être conscient de ça. Vous parlez évidemment de la frange la plus extrême du gouvernement, Ange-Dan Calderon, de certains ministres, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui s'opposent à la libération des otages, ou en tout cas qui disent qu'il faut d'abord terminer la guerre. Vous avez dit tout à l'heure, de la France, on n'attend plus grand-chose. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une déliquescence politique en France qui font que
Je regrette d'avoir employé ces mots, mais M. Macron n'est plus qu'une marionnette. Il n'a plus aucun pouvoir, aucun crédit sur la scène internationale. Il n'en a pas sur la scène nationale. Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron n'a pas soutenu les otages, y compris les otages français? On avait beaucoup parlé de cette cérémonie qui avait eu lieu, Ange-Dan Calderon, à Paris. Bien sûr, nous l'avons rencontré. Il a été d'un excellent contact. Il a prononcé des paroles extrêmement chaleureuses. Nous nous sommes très longuement entretenus avec lui, plus d'1 heure, alors que nous n'étions que les 3 familles françaises, c'est-à-dire celle de Orion Hernandez Radou, malheureusement décédé, de Ohad Yahalomi et bien sûr de Ofer Calderon. Donc en très petit comité, nous avons discuté d'une manière, je dirais même chaleureuse, mais la porte refermée et le dos tourné, M. Macron, suivant son habitude, a tenu d'autres discours. Je pense que vis-à-vis d'Israël, il n'a jamais eu, depuis le 7 octobre, une position claire et une ligne de conduite claire. Ça, c'est clair et net. Alors, en face des familles, évidemment, le 7 octobre, il a refait une photo avec les familles d'otages pour dire le contraire une fois sorti du salon de l'Élysée. Ange-Dan Calderon, si en face de vous, vous aviez Binyamin Netanyahou, qu'est-ce que vous lui diriez? Que je ne suis pas d'accord avec lui, et parce que ma famille n'est pas d'accord avec lui, et que le plus difficile dans une guerre, c'est de savoir l'arrêter. Mais par rapport au sort d'Ofer Calderon, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais qu'à un moment donné, il faut essayer de savoir faire la paix. C'est la seule issue d'une guerre. La guerre ne peut pas être interminable, elle se termine toujours par une paix, même si elle n'est pas parfaite, mais une paix imparfaite est quand même préférable à une guerre parfaite. Voilà, il faut savoir, il y a plus de 800 jeunes soldats, 818 je crois, qui ont péri depuis le 7 octobre. Quand on voit régulièrement, comme moi, quand on suit en boucle les actualités qui nous viennent d'Israël, qu'on voit leur visage jeune, souriant, plein de vie, et qu'on apprend qu'ils sont morts, c'est terrifiant, toute cette jeunesse sacrifiée. Qu'est-ce que vous craignez le plus, Ange-Dan Calderon, pour Ofer, je le rappelle, otage du Hamas depuis 440 jours maintenant, 440 jours que vous, sa famille, attendez son retour. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Vous savez, il y a 2 avis qui circulent. Et nous autres, c'est un peu le problème. Si 2 juifs discutent ensemble, il y a au moins 4 avis différents, pour pas dire plus, parce qu'entre avant Shabbat, pendant Shabbat et après Shabbat, le même n'a pas le même avis. Donc, ceci étant dit, j'espère qu'il est toujours vivant, j'espère qu'il est toujours vivant. Je pense qu'il a plus de valeur vivant que mort pour les gens du Hamas qui subsistent, parce que on sait bien que la direction du Hamas a été décapitée et sûrement délitée, et qu'il n'y a plus, vraiment de direction générale. Ceci étant, dès que les otages sont disséminés parmi des familles apparentées au Hamas, certains disent qu'ils vont les sacrifier avec le goût du martyr qu'ils ont, ils vont les sacrifier et se sacrifier eux-mêmes. Je ne pense pas, parce que je pense que dans l'état actuel du Hamas, les gens, c'est business first and money first, et je pense que les otages ont une valeur en dehors de la libération des otages, des prisonniers, palestiniens. Vous savez, on ne parle pas beaucoup de ce volet secret, parce que les otages aussi ont une valeur vénale, malheureusement. Je reviens à l'histoire des Thaïlandais. D'aucuns ont pu penser qu'ils ont été libérés contre quelques sacs de riz. Il y a des camions d'argent qui sont passés. Donc, on connaît l'appétence pour les dollars et les euros de la part des gens du Hamas. Il ne faut pas être naïf. Il faut savoir que derrière ces échanges, il y a aussi ce qu'on appelle des petits dessous de table. Et je pense qu'ils sont sensibles à cela. Je pense et j'espère qu'ils sont sensibles à cela. Et qu'il reviendra vivant.
Ofer Calderón, vous êtes de sa famille, donc vous le connaissez. Comment imaginez-vous qu'il puisse vivre ces moments depuis 440 jours? Qui est Ofer et comment, à votre avis, vit-il ce qui lui est arrivé? Écoutez, je le connais peu personnellement. Je connaissais beaucoup son beau-père, qui était mon cousin germain, Uri Dan, et son épouse, Carmela Dan, qui malheureusement a été trouvée brûlée dans son abri avec sa petite fille. Donc eux, je les connaissais bien. Ofer, pardon. Ofer, je le connais bien maintenant, de fait de mon dialogue avec son épouse, avec le témoignage de ses enfants, avec tout ce que dit la famille, avec ce que m'a raconté mon cousin Ishai, que vous avez reçu avec moi plusieurs fois. Écoutez, c'est un homme certainement courageux, combatif, qui a le goût de la vie, qui adore ses enfants, sa femme, qui adore la vie qu'il avait. C'est un homme, je crois, qui doit faire le maximum pour survivre dans ces conditions terribles. On a entendu dire un moment que sa résistance avait fait qu'il était mis en cage. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais je crois que c'est possible. Mais en tout cas, ça démontre sa détermination, ce bruit qui court. Et tous les gens qui le connaissent savent que ce n'est pas un passif, c'est un actif et qu'il veut s'en sortir. Ange-Dan Calderón, merci beaucoup pour votre témoignage fort ce matin sur Radio J. Donc, vous êtes le cousin d'Ofer Calderón, l'un des otages français toujours aux mains du Hamas. Ça fait maintenant 440 jours. Merci.